voudrais revenir sur le couple. De plus en plus, je suis intéressé par le couple. Je suis peut-être bientôt un conseiller conjugal, qui sait, ou un coach conjugal. Le couple est le lieu du savoir-vivre. Il y a un savoir-vivre du couple. Un savoir-vivre qui est, je dirais, surmoïque, ou dans mon propre langage, antithétique. C'est-à-dire qu'il implique d'épouser les valeurs de l'autre. Et j'emploie sciemment le mot épouser, puisqu'on parle de mariage, on parle de l'époux. Être avec un homme pour une femme ou une femme pour un homme, c'est épouser, jusqu'à un certain point, les valeurs de l'autre. Et par conséquent, aller au-delà de nos propres valeurs, des valeurs de notre groupe d'appartenance. Épouser les valeurs féminines quand on est un homme et épouser les valeurs masculines quand on est une femme. Il y a certaines femmes qui ne le font pas, et il y a certains hommes qui ne le font pas. Et là, ça fait problème. Évidemment, un cas extrême, c'est le cas de l'inceste. Entre un homme et une femme, qui sont frères et sœurs, il y a un déséquilibre. L'homme a le droit d'avoir des propos, disons, affectueux avec sa sœur, mais la sœur n'a pas le droit d'avoir des rapports de proximité physique avec son frère. Et là, c'est un déséquilibre qui est intéressant parce que quand quelqu'un est né avec une sœur, quand il y a un couple frère-sœur, il y a un déséquilibre qui peut perturber le fonctionnement des uns et des autres. Bon, je laisse ça entre parenthèses, mais enfin, c'est un élément à étudier dans le cas d'une thérapie de couple. Quels sont les antécédents au niveau, je dirais, d'une sorte d'inceste de fait, si vous voulez, en quelque sorte. En tout cas, de conditions incestueuses d'une relation quand il y a dans une famille des garçons et des filles. Et je ne parle pas je dis qu'il y a un déséquilibre, je ne parle pas d'inceste, je dis qu'il y a un déséquilibre du fait de l'interdiction d'inceste. Je n'ai pas dit qu'il y avait l'inceste. Donc, épouser les valeurs de l'autre, c'est surmoïque et c'est antithétique, c'est-à-dire que ça oblige de développer dans sa propre culture, en quelque sorte, des pratiques qui ne correspondent pas à notre nature propre. Par exemple, l'homme n'a pas vocation à faire valoir sa voix. La voix, la parole, le son ne sont pas un élément essentiel de la condition masculine. Pour des raisons que j'ai d'ailleurs expliquées par ailleurs, qui sont liées à la dimension visuelle hors de la caverne chez les hommes. Et la femme n'a pas vocation particulièrement à rechercher l'exercice physique. Parce que dans la caverne, il n'y a pas trop d'exercice physique. Et par exercice physique, j'entends également tout ce qui concerne le rapport sexuel, le fait de faire l'amour, qui est au-delà de la question de la génération. Hein, comme chacun sait. Bien que le mot faire l'amour, au départ, ne voulait pas dire ce qu'il veut dire aujourd'hui, il voulait dire simplement, justement, c'est intéressant. Parce que faire l'amour, au départ, c'était compter fleurette, c'est-à-dire compter, ça veut dire faire la cour à la femme. Et maintenant, faire l'amour, c'est entrer dans une relation physique. Donc on bascule totalement du créneau, du registre sonore au registre physique, du mouvement cinétique. Donc là, il y a quelque chose qui serait intéressant à étudier. Et on peut dire qu'une partie des activités masculines sont inspirées par les femmes. Sont inspirées par les femmes parce qu'il s'agit d'un processus de séduction. Une sérénade, c'est un homme qui fait une sérénade sous le balcon de la bien-aimée. C'est le fait de réciter, de chanter quelque chose, de réciter des mots d'amour, d'envoyer par SMS des mots d'amour à sa belle, c'est quelque chose qui est de l'ordre qui ne correspond pas au psychisme masculin au départ. Quelque chose qui doit se développer de façon antithétique, c'est-à-dire à l'encontre même de notre déterminisme originel. Et dans l'autre sens aussi. Il y a un problème de sevrage par rapport à ce déterminisme originel qui consiste à épouser d'autres valeurs que les siennes. C'est ce que j'appelle le savoir-vivre du couple. Et alors il y a des personnes
et des hommes et des femmes qui n'ont pas développé ce savoir-vivre. C'est-à-dire qui ne sont pas capables de dire des choses agréables, développer une voix agréable, de chanter, de faire de la musique. Voilà. Et il y a des femmes qui trouvent toutes sortes de prétextes pour ne pas avoir de rapport sexuel, par exemple, pour en avoir le moins possible. Donc, si vous voulez, il y a un problème d'échange de bons procédés qui est plus ou moins respecté par les uns et par les autres. Et le mot échange de bons procédés, il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire quelque chose qui n'est pas... Le bon procédé, c'est le fait de ne pas faire quelque chose qu'on aurait fait naturellement. On fait un effort pour se concilier, pour rentrer, pour épouser les valeurs de l'autre. C'est ça le bon procédé, en fait. Et quand dans un couple, il n'y a pas un échange de bons procédés, le couple est menacé, le couple est condamné, hypothéqué et miné en tout cas. Donc voilà ce que je voulais dire. Le savoir-vivre, c'est quelque chose qu'il faut s'apprendre. Il n'y a pas que l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle fait indiscutablement partie du savoir-vivre de la femme. Il faut qu'elle sache satisfaire, en tout cas accepter les avances de l'homme, ne pas les rejeter, ne pas les fuir, ne pas créer des problèmes, des tensions inutilement. Et l'homme, lui, il faut qu'il apprenne, évidemment, les lettres, la musique, les arts, pour plaire à sa belle. Et ce sont ces échanges respectifs, aussi étranges que ça puisse paraître, n'est-ce pas, que ces échanges de bons procédés, c'est-à-dire je ne donne pas à l'autre ce qui est en moi, je lui donne ce qui est à lui. J'épouse ses valeurs à lui. Je lui parle sa propre langue. C'est comme moi, par exemple, si je rencontre un Anglais, je vais vouloir parler anglais et pas français. Donc je dois être capable, le polyglotte, c'est quelqu'un qui déjà reconnaît nécessaire de parler une autre langue que celle qui lui est donnée au départ. On est déjà dans une approche surmoïque, c'est-à-dire une approche antithétique, où on va à l'encontre de ces déterminismes premiers, primitifs. Et par conséquent, dans la coaching du couple, il faut s'assurer de cet équilibre qui consiste à accepter, apprécier, reconnaître des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Parce que l'homme n'est pas censé, a priori, commenter ses actions. Ses actions parlent d'elles-mêmes. Comme on dit, on montre la marche en marchant. Et donc finalement, le discours pour dire voilà ce que je suis en train de faire, c'est comme si j'étais avec un aveugle et qui ne voit pas et je suis en train d'expliquer ce qu'on fait. Donc quelque part, l'homme considère la femme comme une aveugle. C'est-à-dire comme quelqu'un à qui il faut expliquer des choses, et s'il n'avait pas eu à parler à cet aveugle, il n'aurait pas dit les choses de cette façon, il n'aurait pas fait l'effort de les expliquer. Et la femme, quelque part, elle doit se comporter avec l'homme comme s'il était, en quelque sorte, sourd-muet. C'est-à-dire qu'il n'entend pas les paroles, mais qu'il est sensible aux actes, il est sensible aux caresses, il est sensible aux attouchements, aux baisers. Là encore, c'est la même chose, c'est qu'il faut également donc apprendre à communiquer avec les valeurs de l'autre. C'est-à-dire reconnaître que l'autre, quelque part, a des carences, qu'il y a des choses qu'il ne saisit pas bien, et il faut lui traduire cela dans son langage à lui. Donc l'homme va traduire l'action en mots, la femme va traduire les mots en action, quelque part. Sans pour autant que l'on nie la différence entre les deux populations. Et je répète là-dessus quelque chose de fondamental, que je répète tout le temps. Dans un couple, il n'y a pas à dire « toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça ». Il y a à dire « toi, tu appartiens à la population des hommes, les hommes ont tel et tel besoin, ils ont telle et telle obligation, ils ont tel et tel droit, moi, j'appartiens à la population des femmes, etc. » Il ne s'agit pas d'une affaire personnelle, voyez-vous. Il ne faut pas poser les problèmes de couple en affaires personnelles. Sauf s'il y a pathologie.
sauf s'il y a non-respect de ces normes. Quand les normes ne sont pas respectées, effectivement, là, on entre dans les affaires personnelles. Mais quand quelqu'un demande des choses qui sont normales, on n'a pas à lui dire c'est toi qui veux ça, pourquoi pas. Il ne faut pas faire passer le pathologique pour le normal, ni le normal pour le pathologique. Ce qui est une forme de perversion.